On se retrouve pour un troisième épisode de La Brèche. Vous savez qu'on couvre cette campagne législative. On avait reçu Olivier Matteux il y a 2 semaines, on avait reçu Raphaël Arnaud il y a une semaine, et aujourd'hui, on va recevoir Sabrina Ali Benali, candidate du Nouveau Front Populaire à Montreuil, si je ne me trompe pas, mais de toute façon, elle va nous expliquer tout ça. Je n'en dis pas plus parce que on va pouvoir faire les présentations ensemble. Il y a Zoé, donc docteur Zoé, qui vient régulièrement, que vous commencez à connaître, médecin généraliste de gauche, qui milite sur des questions de santé et des questions féministes. Et Sabrina, je vais te laisser te présenter peut-être, comme ça tu te présenteras mieux que moi je ne le ferai. Ouais, et ben, tu l'as déjà très bien fait sur mon nom. Oui, et puis, écoute, moi je suis militante depuis longtemps à la France Insoumise, et puis avant j'étais dans des assos, surtout d'Allo et Enfants de Don Quichotte. Et c'était le canal Saint-Martin, je sais pas si ça vous dit quelque chose, où on avait mis toutes les tentes pour alerter sur la situation des SDF. Et voilà, je suis maman de 2 petites gnômes qui dorment et on croise les doigts pour pas qu'elles se réveillent, parce que moi qui ai décidé de fumer une cigarette, et donc si ça pleure, je suis seule et je vous abandonne pour aller remettre une tétine ou un truc comme ça. Et, et voilà, et du coup, je suis médecin, je travaille aux urgences, à moitié à l'hôpital et à moitié à domicile. En urgence à domicile à Paris, interconnectée avec le SAMU et les pompiers. Ok. Et je suis quand oui, l'autre jour, j'ai oublié de dire ça. On m'a dit: «Ah, mais t'es vraiment trop une grosse apparatchik». On m'a dit: «Mais t'as oublié de dire que t'étais candidate à Montreuil», dans ma vidéo de présentation. Et du coup, je suis candidate, en effet, du Nouveau Front Populaire à Montreuil-Magnolet. Ouais, d'accord. C'est quelle circonscription? C'est la. C'est dans. 7e Alors moi je suis. circonscription du 93. La deuxième du 93, c'est ça? 7. 7e. Septième. Ok, Mmh. ok, ok. C'est intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe là? Il est tard, donc tu as dû avoir une grosse journée. Tu nous l'as déjà dit, mais est-ce que tu peux nous répéter un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en ce moment pour toi? Parce que moi, je pensais, avant que tu arrives, tu vois que tu ne travaillais pas, et il me semble du coup que tu travailles. Donc tu travailles la journée, tu milites le soir. Comment ça se passe? Ouais, bah, bon, comme j'ai de la chance, plein de copains et tout, m'ont aussi vachement repris de garde de mon planning, parce que ils ont trop envie que j'aille des cours de sto aussi, avec autant de virulence que je le fais depuis quelques années. Donc il y en a pas mal qui m'ont repris des gardes. Il y a des gardes d'autres que j'ai pu changer, etc. Mais il y a des jours que j'ai ni pu enlever ni rien. Ouais. Donc oui, du coup là aujourd'hui, ouais, j'étais au boulot moi je travaille à la Riboisière, gare du Nord. Et en plus, on a pris un gros bus aujourd'hui. Donc c'était un peu sportif. Mais ouais, du coup, j'ai fait, là c'était en jour, donc 8h30, 18h30. Et puis après, voilà, j'ai couru à Gallieni, où on a rencontré des associations. Et ensuite, on a fait un apéro dans un quartier populaire pas loin de chez moi, à la Cité de l'Amitié, avec les jeunes et tout, qui était oufissime. C'était trop chouette, de toutes les rencontres qu'on a eues et les récits qu'on a eus, même si c'était hyper triste, parce qu'il y en a plein qui sont vraiment tellement dégoûtés de tous les gens qui sont venus leur serrer la main et qu'ils n'ont jamais revu pendant 5 ans, euh, que tu comprends, quoi. T'es là, ouais, je comprends que t'aies pas trop envie. Et voilà, et là, du coup, j'ai vite couru ici, parce que Paola m'a dit: «Tu es en retard, tu es en retard». Et j'ai ouvert mon télégramme sur mon téléphone, et ça m'a dit plein de trucs que je ne comprenais pas, Bah que oui. à et pas à jour, je crois, un truc comme ça, de mon téléphone. Et donc, je passais sur mon ordi. Ok, Voilà. ouais. Bah, c'est marrant parce qu'il y a, il y a Zoé aussi qui était un peu sous l'eau aujourd'hui. J'ai l'impression qu'être médecin en ce moment, c'est pas évident. C'est un petit peu chaud, ouais, un petit peu chaud. Parce que, on a des politiques qui ont pris des bonnes décisions là ces 40 dernières années. Du coup, c'est cool. On travaille dans des super bonnes conditions. On peut super bien soigner nos patients. Non, pas du tout, hein. Je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir un peu dire les termes sur la situation actuelle et sur, ce qu'il va falloir qu'on fasse, de mieux, que ce qui a été fait avant, et pourquoi on a très envie que ça soit le Nouveau Front Populaire qui prenne le pouvoir, et pas ni le bloc macroniste, ni le bloc, d'extrême droite. Voilà, Ouais. C'est voilà. clair. Mais d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait te poser. Pourquoi se présenter aujourd'hui pour le Nouveau Front Populaire quand on est médecin? Quel est le rapport que tu fais, toi? C'était quelque chose de logique pour toi, ce militantisme? C'est quelque chose qui est venu avec le temps? C'est quoi ton parcours un peu? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus, qu'on comprenne la logique de tout ça? Ouais, s'il y en a une. Euh,
Non, bah écoute, te dire la logique, moi tu sais, on est un peu, on arrive. Moi, j'étais pas spécialement éduquée à la politique du tout. Enfin, clairement, jeune adolescente, à part, euh, Shakira et tu vois les Spice Girls, clairement, il n'y avait pas grand-chose qui. Non, je caricature, mais clairement, j'étais hyper révoltée par les injustices. Dès qu'on pouvait aider quelque part, une maraude et tout, oui, mais j'avais pas de colonne vertébrale idéologique. Mes parents n'étaient pas hyper politisés et tout ça. Et c'est d'abord, tu vois, comme dit Bourdieu, les conditions d'existence déterminent les consciences. Moi, j'ai perdu mon père assez jeune et bon, bah déjà, de fait, tu vois, tu te retrouves à 2 enfants après en âge de faire des études, tu as déjà la question du financement. Les études de médecine, c'est un peu long. Ouais, surtout pour Et, tes études. ouais, et puis mon frère a fait droit, donc aussi c'est pareil. Enfin, ça... et puis voilà, tu as tes premiers endroits où vraiment tu commences à sentir qu'il y a des vraies inégalités de, bah, tu vois, tu as les mecs qui arrivent en première année avec la New Beetle offerte par papa et maman et les impairs Burberry et tout. Et tu as déjà, tu vois, les vacances au ski, au machin, et toi, bah, chaque vacances scolaires, tu bosses, sauf en P1. Là, mais bon, j'habitais encore chez ma mère. Donc là, ça allait. Mais il y a eu ça d'abord comme première confrontation. Et après, moi, je crois que la médecine, c'est clairement un truc qui m'a. En fait, tu vois, des injustices du corps à celles de la vie, en vrai, il n'y a qu'un pas. Enfin, tu vois, quand En tout cas, si tu fais médecine parce que tu as vraiment envie, et intellectuellement et humainement, de te dire je veux apporter quelque chose dans ce que la vie fait d'injuste, un accident, un cancer, un truc, et soigner les gens, bah, en vrai, après, tous ceux qui arrivent, bah, celui qui n'a pas de toit, bah, c'est pas juste. Et celui qui a. Enfin, et donc, moi, c'est comme ça. Et que j'ai commencé à m'insérer au début dans le milieu associatif. Quand j'ai vu Augustin Legrand faire son gros coup de gueule et en créant l'association Les Enfants de Workshop sur les gens qui n'avaient pas de logement, qui étaient tous à la rue, et je ne pensais pas qu'il y avait tout ce monde-là à la rue. Et spontanément, bah voilà, moi j'avais commencé à être externe, je voyais les stages à l'hôpital et les SDF qui venaient aux urgences. Et donc c'était naturellement que j'ai été dire comment on peut participer, comment on peut aider, parce qu'après, quand tu n'es plus en première année, ça va, tu peux un peu baisser le régime. Et puis c'est en chemin faisant qu'en fait, eux, ils ont réussi à faire un tel coup d'éclat national que c'était Sarko à l'époque, ils ont signé, oui, les 100 mesures d'urgence avec toutes les assauts du logement, Fondation Abbé Pierre, Loi Dallot, les enfants du Chat, etc., Secours Pop. Oui, on signe les engagements, les 100 mesures urgentes, et puis le plus long programme, le déblocage d'1 milliard d'euros, pas d'un coup fin, tout ce qu'il y avait avec. Et en fait, 2 ans après, ils ont dit, il nous faut 2 ans, il nous faut 2 ans. Bah oui, et 2 ans après, peanuts. Et ça a été le déclic dans ma vie de militante, de me dire, bah ouais, mais en fait, clairement, l'assaut, ça a ses limites, en fait. Il faut dégager les mecs qui font de la merde. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis venue à militer. Alors, comme moi, j'étais pas super forte, heureusement, j'avais des super bons copains qui, eux, étaient des gros intellos et qui ils étaient en sociaux, histoire géo, philo et tout. Et ils m'ont dit, mais Sabrina, il y a un mec qui vient de faire le parti de gauche, c'est trop bien, il faut trop que tu viennes à une réunion publique, c'est trop nos idées et tout. Et voilà. Et du coup, je me pointe à une réunion publique comme ça, parti de gauche, et je trouve ça trop bien parce que c'est la première fois que j'entends des mecs qui parlent de la santé, mais pas en mode stricto sensu, l'hôpital, le machin, mais bah, si t'es pauvre, ta santé elle va pas bien. Si tu manges de la merde, donc aussi les questions écologiques, donc les questions de précarité, donc questions de logement, etc. Et je me dis, putain, il y a des mecs qui sont. Voilà, vraie vision systémique du truc. Et c'est comme ça, qu'au fur et à mesure. Et puis après, je rentre dans la commission santé du parti de gauche, qui devient Front de gauche, qui devient France Insoumise. Et là, je co-anime le programme santé. Et voilà, et en gros, ça fait après plus de 10 ans que je mets ma pierre à l'édifice du livret. Voilà. D'accord, c'est super intéressant et c'est marrant de pouvoir entendre ça parce que tu vois, on a pas mal parlé de ta candidature, notamment par rapport aux dissidences. Je crois que sur ta circonscription, toi, c'est Corbière qui est sur ta circonscription en candidat dissident.
Et on n'a pas pris le temps, c'est-à-dire que d'entendre ça, alors que moi, pour le coup, je suis quand même, et je pense Zoé aussi, assez politisé, et j'avais jamais entendu ton histoire et le rapport que tu as avec la France insoumise, et notamment aussi parce qu'il y a eu un discours, notamment des dissidents, de dire que toi, que Ali Douara, que d'autres, en fait, vous étiez un peu des gens que personne ne connaît, presque qui arrivaient comme ça d'un coup, alors qu'en fait, quand on comprend ton parcours, on comprend que ça fait 10 ans que tu es aux côtés quand même des Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon, du Parti de gauche, que tu as participé à écrire le programme santé et que tu es une militante associative voilà, qu'on a un peu sous le capot, quoi, on va dire. Bah ouais. Bah oui, bien sûr. Bah après, écoute, c'est en vrai, moi, ça a fait assez. Au début, j'étais militante, je dirais avec tout le monde à tracter les marchés, les collages, les trucs pour chaque présidentielle. Et puis après, pendant mon internat, il y a eu ce grand coup de buzz médiatique quand j'ai crié quand Marisol Touraine, pendant la grippe, avait fait la une de Libération, je crois, ou Le Parisien, je ne sais plus, pour la grippe, on va faire un plan d'urgence pour l'hôpital. Moi, je rentrais d'une garde de malade mentale où il y avait une dame qui avait une insuffisance cardiaque. J'avais appelé 11 hôpitaux pour la transférer. Il n'y avait personne qui avait de lit et tout. Et mon mec, il me monte l'article en rentrant le matin et moi, trop vénère. Et du coup, le soir, je fais une vidéo en disant mais putain, Madame Touraine, c'est tous les jours l'état d'urgence à l'hôpital. Et le machin fait 12 millions de vues en 48 heures. En 2017. Et là où vraiment, du coup, je deviens une figure un peu, en tout cas connue nationalement, parce que je me fais Yann Barthès, la matinale de France Inter, enfin à peu près tout ce qui existe de presse nationale. Et bien évidemment, comme on est en février 2017, présidentielle et que Mélenchon commence à être crédité 17-18% dans les sondages, là, les mecs, si tu veux, ils s'aperçoivent que la nana qui fait 12 millions de vues, que l'interne, tout le monde dit, mais grave, elle a trop raison, que la meuf, elle est chez Mélenchon. Du coup, si tu vois, les gars, ils font pas du tout, défoncez-la. Donc, ils ont mis les gros chars d'assaut, Martin Hirsch, Patrick Cohen, le lendemain, il fait, mais à coup pas du tout, on s'est trompé à la matinale, elle n'est pas interne du tout, il n'y a pas d'urgence où elle travaille, c'est une grosse mytho. Enfin, c'est vraiment, il le fait comme ça, ce gars. Tant que ça, Très, putain, très j'avais pas suivi à l'époque, j'étais peut-être encore un peu jeune, Ah mais bah, non, vraiment, t'as été diffamé comme ça, en mode elle est pas interne. Non, c'était ouf. En plus, moi, j'ai trop flippé. Parce que si je me réveille le matin, le lendemain, et je vois genre presque 100 appels, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais été de garde la nuit et ils m'ont fait, oh, c'est France Inter, ils ont dit que tu avais menti, que tu n'étais pas interne de la PHP. Ben, le bordel. Je me dis, mais comment ça? Gabriel Attal a fait un tweet contre toi. Comment ça, le ministre? Je commence à être quoi? Wow. Et ouais, non, j'ai bien, franchement, j'ai bien chouré du Xanax dans la pharmacie et bon, heureusement, tu vois, après, j'ai sorti direct ma feuille de paye de la PHP et tout. Et de toute façon, les soignants, ils disent tellement la même chose partout que personne n'a adhéré au truc de leur manœuvre politicienne pour faire croire que j'étais une mytho, en vrai. Il y a même des patients trop mignons, ils ont mis sur le médiateur Radio France le compte-rendu des urgences des gens qui m'ont vu. Et ils ont mis, ah bah si, parce qu'elle m'a recousu il y a 3 jours. Donc, mais non, ça a fait beaucoup de bruit. Je salue Léa Salamé si elle m'entend. Je ne vous oublie pas. Et du coup, là, j'ai commencé à être vraiment hyper visible et surtout les pages des réseaux sociaux sont devenues des murs à témoignages. Enfin, c'était ouf, quoi. Tout le monde racontait juste le même bordel. Et comme les gens se confiaient vachement, c'est là où la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont commencé un peu à me pousser, genre, faut que tu te présentes. Non. Vraiment, ça me faisait pas. Et enfin, c'est pas un truc qui me fait trop envie, moi, le pouvoir. Ça se voit d'ailleurs quand je parle que je suis très à l'aise dans les milieux très mondains. Ah bah c'est plutôt bon signe, moi ça me plaît plus les gens comme ça que les gens qui sont hyper arrivistes et qui veulent à tout prix le pouvoir. Voilà. T'as pas un profil Gabriel Attal, quoi. Non. Non. Et puis je crois que Gabriel Attal n'a pas servi dans les bars et il ramassait pas les mégots à 2h du mat avec sa balayette des mecs qui avaient tous fumé devant le bar. Non, le gars était millionnaire à 25 ans, hein, donc non, ça c'est. Voilà. On n'a pas le même rapport au travail, je pense. Ça. Et donc là, ils m'ont fait, bon, là c'est maintenant, on a besoin de toi, t'habites à Montreuil.
Donc il y a ça aussi, hein. Il y en a pas mal. Mais elle est parachutée. Et du coup, je voulais prendre un parachute de mon balcon. Tu vois, genre, d'accord, dans mon propre jardin de Montreuil. Donc, ok. Mais tu vois, Mais en fait, c'est là que tu vois que les médias, c'est quand même hyper important parce que, toi, tu as quasiment pas eu la parole dans des grands médias ou alors quand tu as la parole, c'est pour te faire couper totalement, tu vois, toutes les 10 secondes et tu peux pas raconter ça et du coup, c'est vrai que, bah, quand on ne connaît pas, en fait, on sait pas d'où tu viens. Alors moi, je savais que tu étais déjà une militante avant, tu vois? Mais je savais pas que tu habitais à Montreuil, par exemple. C'est quand même important de le savoir et totalement, ouais. notamment, ça casse un peu ce discours comme quoi, bah, tu serais pas du tout légitime. Tu vois, à être candidate, quoi. On a eu beaucoup, beaucoup l'avis d'Alexis Corbière, on n'a pas eu tellement le tien, quoi. Ouais, bah après, c'est aussi moi, hein. Moi, j'ai refusé les plateaux parce que franchement, ça m'intéresse pas, là, dans l'enjeu de parler des bisbilles et de la dissidence d'Alexis Corbière, tu vois. Enfin, juste, il y a plein de gens, ils jouent leur vie, tu vois. Bah, oui, oui. Puis les gens sont précaires, ont pas de thunes, t'as plein de gens qui flippent, tu vois, moi-même, tu vois, comme j'ai la double nationalité franco-algérienne, j'ai plein de gens de ma famille qui ont des titres de séjour et qui travaillent ici. Donc, moi, si tu veux prendre du temps d'antenne pour dire ah, mais oui, hein, Mélenchon, il voulait plus que. Enfin, c'est bon, tu vois, il y a un autre sujet, quoi. Donc, mais je pense que franchement, à la fin, c'est aussi pour ça qu'on a une campagne, nous, hyper joviale. Et tu vois, moi, je suis défoncée avec mes deux gamines, le boulot, la campagne et tout. Mais en vrai, il me file de l'adrénaline en barre tous les jours parce que voilà, nous on parle de la vie, les gens ils nous racontent leur vie, on est trop heureux de se dire qu'on croit en un truc et qu'on peut changer et pas faire des petits arrangements. Je fais pas alors qui me soutient, je vais faire une tribune. Tu vois, il y a des camarades, ils étaient trop chauds, genre mais il a fait une tribune, nous aussi on va faire une tribune. Je fais non, on fait pas une tribune, on perd pas du temps. C'est pas Sabrina le sujet, quoi. Et à la fin, je pense que on a bien fait, tu vois, ouais, les gens ils me connaissent pas et tout, mais au final, partout où on passe, c'est pas. De toute façon, les médias, il n'y a que ça qui les intéresse en vrai, hein. Personne n'aurait de toute façon demandé. Et alors, vous venez d'où et ça fait combien de temps? En vrai, ils étaient. Et alors, ça purge chez Mélenchon. Ouais, c'est Non, ça, mais c'est ça. c'est ça qui les Bah, intéresse, carrément. hein. Bah, nous, l'idée de t'inviter ce soir, c'était aussi exactement ça le but, c'était de pouvoir parler de politique, mais de politique au sens, la vie des gens, en fait, le quotidien. Là, cette campagne, ça fait 15 jours qu'en fait, les mecs, ne parlent pas des programmes, ou on va pas parler des choses qui sont importantes pour les gens, alors qu'on est quand même dans une situation d'urgence sociale, énorme. Là, ce que tu disais tout à l'heure, sur, quand tu as commencé médecine et cetera, moi, j'ai eu un peu le même truc, faire du soin, c'est vraiment, une espèce de fenêtre sur la vie des gens et notamment sur la violence sociale, où tu vois tous les types de violences. Tu vois la violence au travail. Alors c'est je vais aussi parler un petit peu Mais de l'expérience que j'ai de soignante parce qu'en plus nous on a deux modes de pratique qui sont assez, différents. Toi tu fais, alors je crois pas que, mais tu fais de l'hospitalier en région parisienne, urbaine et cetera. Moi je suis médecin de campagne, donc c'est vraiment a priori, sur le papier, ça semble être un autre type de soin et cetera. Je pense qu'en fait, au final, on fait exactement les mêmes constats, on souffre exactement des mêmes choses. Mais tu vois, là, tu disais tout à l'heure, j'ai passé ma journée aux urges, après, bon, ben, voilà, j'ai fait mes trucs militants et tout. Là, il y a mes 2 gamines, qui se sont réveillées, machin. Bah, en fait, moi, j'ai vécu exactement ça aujourd'hui et je vais juste raconter vite fait, une journée type, médecine générale de campagne en 2024 après 40 ans de politique de merde, de santé. Pour vous donner un peu, une petite idée de la situation dans laquelle on est, donc on manque énormément de médecins. Je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, je vais le redire à chaque fois, mais en fait, on manque de médecins parce qu'il y a eu une pénurie organisée de médecins dans les années 80 et 90. Pénurie qui est due au fait qu'on a choisi de former très peu de médecins, à partir des années 70. Ça a été choisi par 2 types de personnes. Une partie des syndicats médicaux extrêmement réactionnaires de l'époque, qui voulaient pouvoir, sélectionner les types de profils qui rentraient en médecine après la massification universitaire de 68, et les politiques de l'époque qui déjà étaient dans une obsession de rentabilité avec la santé, de dire que ça coûte cher et cetera et cetera. Et en fait, ces 2 types de pouvoirs-là se sont réunis et ont pris la décision de former très, très peu de médecins, et ça a duré jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Et aujourd'hui, ce dont on souffre notamment, alors pas que, mais c'est qu'on souffre d'une pénurie de médecins qui, encore une fois, n'est pas le fait, d'une catastrophe naturelle, mais qui est bien le fait de décisions politiques qui ont été prises,
par des politiques de droite et des politiques de gauche qui ont fait des politiques de droite pendant 40 ans. Et c'est hyper important qu'on comprenne ça parce que déjà, ça nous permet de pas nous faire enfumer sur ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est pas que la médecine n'est pas attractive, etc., etc. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux et nous ne sommes pas assez nombreux parce qu'on a choisi que nous ne soyons pas assez nombreux et que les politiques, on va dire, comptables, etc., ça donne ça. Et aujourd'hui, en plus de ça, on a sabré l'hôpital public. On a eu le meilleur système de soins du monde jusqu'à la fin des années 90 à peu près, hein, grâce à la sécurité sociale qui est une bénédiction, qui est un bijou qu'il faut absolument qu'on défende, qu'on étende, qu'on travaille, etc. Et quand on a commencé à faire des politiques comptables, etc., je pense que je te poserai une question après là-dessus, parce que toi, tu es bien placé pour en parler à l'hôpital. On a vu complètement s'effondrer notre système de soins. Et là, actuellement, on est dans une situation où moi, par exemple, il y a une épidémie de gastro dans mon secteur. Donc, on est déjà très peu nombreuses. Donc, on travaille déjà énormément. On est fatigué, etc. Mais il n'y a pas que nous qui ne sommes pas nombreuses. On manque de kinés, on manque d'infirmières, on manque d'aide à domicile, on manque de tout. L'épidémie de gastro, ça commence dans une école. Moi, je travaille dans une campagne prolo, hein, donc les gens, ils sont aides à domicile, ils sont chauffeurs-livreurs, ils sont ouvriers d'abattoir, ils sont ouvriers agricoles, etc., etc. Les mères de famille des gosses de l'école, c'est des aides à domicile, des aides-soignantes. C'est elles qui gèrent leurs gosses qui gerbent parce qu'en général, les pères ne gèrent pas les gosses qui gerbent. Je suis désolée de le dire, mais c'est une réalité. Et merci aux pères qui le font. Ça serait bien que tout le monde le fasse. C'est mieux d'être deux pour gérer un enfant qui vomit, hein. Donc, elles attrapent la gastro en s'occupant de leurs gosses. Et comme elles ne peuvent pas s'arrêter, parce que contrairement à tout ce qui a été dit sur les arrêts de travail, etc., moi, la réalité, c'est moi qui signe les arrêts de travail, hein, chez moi. La réalité, c'est que la majorité du temps, je propose aux gens de s'arrêter et ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne veulent pas laisser les collègues dans la merde, parce que les jours de carence, c'est pas gérable et parce qu'il y a une espèce de honte de s'arrêter comme si ça serait pas bien, etc. Donc, elles vont bosser avec la gastro et actuellement, on a plein de personnes très âgées à domicile qui ont chopé la gastro, que je ne vais pas hospitaliser parce que je sais que si je les envoie à l'hôpital avec la gastro, ça va être horrible. Déjà pour les équipes aux urgences qui n'ont pas le temps, gérer plusieurs personnes âgées en même temps, qui ont plein de diarrhée, etc., elles ne pourront pas les nettoyer. Les gens sont dans des box à 4. S'ils sont un peu confus à cause de la déshydratation, ils vont crier. On ne va pas avoir le temps de faire ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire se mettre à côté d'eux, les rassurer, etc. Donc on va les sédater, voire parfois on va les attacher. On ne va pas avoir de lit pour les placer. Moi, je sais qu'ils vont passer 3 jours sur un brancard aux urgences, que ce n'est pas de la faute de mes collègues des urgences, que c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de soigner les gens et qui vont rentrer dans le même état, voire pire, avec des escarres. Ça, c'est la réalité de la France actuellement, du monde de la santé actuellement. Donc, je dis tout ça pour dire que c'est important qu'on puisse enfin parler des projets, de parler d'à quel point les mecs qui ont décidé la manière dont on travaille ont fait des erreurs monumentales, que du coup, ça serait bien qu'on arrête de les mettre au pouvoir, ça serait bien que ces gens arrêtent de décider des trucs parce qu'ils décident très mal, et que ça serait bien qu'on puisse, pour tout le monde, pour les patients, pour les soignants qui sont vraiment épuisés actuellement, qu'on puisse avoir comment dire? Un projet porteur, venir proposer le fait qu'il existe une alternative. Il y a moyen de faire autrement. Il y a de l'argent dans ce pays, il faut qu'on aille le chercher et le mettre au bon endroit pour éduquer les gamins, pour faire des logements décents, pour se payer un système de soins qui fonctionne, et cetera, et cetera. Bref, voilà, j'ai fait ma petite présentation de la situation actuelle et du coup, moi, je voulais te demander un peu, moi, j'ai donné mon côté un peu médecine générale, et cetera, mais toi, qu'est-ce que tu observes actuellement à l'hôpital? Qu'est-ce que tu vois et quelles sont les perspectives qu'on pourrait avoir? Est-ce que tu as envie de nous parler un peu, par exemple, des propositions du nouveau Front populaire, en matière de santé? Mmh. Ouais. Le seul truc où je te rejoins pas tout à fait, mais je pense que si, mais c'est que c'est peut-être la façon dont tu l'as formulé, c'est quand tu dis ils ont fait plein d'erreurs, mais en vrai pour eux les gouvernements c'est pas des erreurs, hein. C'est juste que nous ils s'en foutent de ce que ça rend sur les gens et sur parce que McKinsey, les Ramsay, les cliniques Orpea et tout, eux, ils trouvent qu'il n'a pas fait d'erreur. Ils trouvent que c'est super ce qu'il a fait. Oui, non, mais carrément. Et je pense, vous aussi, quand vous parlez aux gens, il y a plein de gens, et que ce soit dans le milieu soignant et ailleurs partout, il y a plein de gens qui disent « Mais je comprends pas, putain, mais ils voient bien que ça marche pas, mais ils voient bien, je ne comprends pas qu'ils comprennent pas. » Et nous, on est à « Ah non, ils comprennent très bien. Les gars, ils sont énarques, t'inquiète, ils savent très bien, ils comprennent très bien, ils sont pas cons. »
C'est juste que nos intérêts de la majorité ne sont pas les mêmes que les leurs. Et leurs potes, à eux, ils se trouvent très bien le quinquennat Macron. Ils sont là, mais c'est trop bien, gars. Donc, voilà. Ce petit truc qu'on appelle la lutte des classes, par exemple, au hasard. Voilà. Donc, ouais, bah nous, écoute, tu l'as déjà très bien décrit. Hein, de fait, l'hôpital, il n'a cessé de se dégrader. Et moi, je sais que ça me fait peur de me dire que j'hallucine rien que sur ma petite transition de externe à médecin maintenant, c'est-à-dire Merde, ça fait déjà aussi longtemps. Bon, ça fait plus de 20 ans. Bon, là, ça me fait flipper. De voir la vitesse à laquelle ça s'est dégradé. Déjà, quand j'étais externe et interne, mais là, maintenant, on est arrivé au stade. Bah, d'ailleurs, les grèves ont suivi. Hein, quand on a fait juste avant les grèves avec le collectif Interurgence et tout, on n'arrêtait pas beaucoup et on commençait à avoir beaucoup de gens qui lançaient l'alerte, qui parlaient du fait qu'on ne peut plus accueillir dignement les gens aux urgences, qu'on ne prend pas soin voilà, on ne peut pas respecter leur intégrité, leur intimité, etc. Mais maintenant, même stricto sensu, somatiquement parlant, de fait, tu peux tout à fait. La question n'est pas quand est-ce que le problème va, est-ce que le problème va arriver, mais quand, parce que, quand tu as un interne qui est tout seul à gérer pendant 24 heures d'affilée, juste avec son senior, une salle d'urgence de 90 personnes, il est évident que le senior ne va pas senioriser tous les dossiers de l'interne. Nous, on est tous les jours face à ça. Et moi, quand j'étais interne, plein de gens sont passés dans mes mains sans jamais n'avoir un avis de senior, alors qu'on est supposé être des étudiants. Et donc, c'est dramatique. Et moi, j'en ai vu, heureusement, ou alors je ne suis pas au courant, mais pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Mais des copains à moi internes qui ont fait des erreurs parce que pas le temps, parce que trop vite, parce que le chef n'a pas vu, et de gens qui sont décédés, ont fait des complications gravissimes parce que juste, il y a trop de monde et que ça ne tient pas. Juste pour les gens qui connaissent pas trop les études en médecine, qui comprennent bien, les internes, c'est des étudiants en médecine en fin d'études, mais voilà, qui sont sous la direction d'un chef qui est diplômé, quoi. Ouais, alors en fin d'études, oui et non, parce que c'est à partir de la 6e année. Donc, tu as quand même surtout fait beaucoup de théorie. Tu as été en stage, mais en stage, quand tu es externe, tu apprends à examiner, à faire une observation et tout. Mais si tu veux, entre la 6e et la 10e année, ouais. Déjà, quand tu as fait au moins un an et demi d'internat, tu commences à être rodé. Mais quand tu arrives ton premier jour d'internat et tes premiers 6 mois, tu avais plutôt le nez dans des bouquins pendant 6 ans. Hein. Donc là, d'un coup, c'est toi qui vas faire les prescriptions, modifier les ordonnances, c'est toi qui vas faire les comptes rendus, tous les comptes rendus de retour à domicile, c'est toi qui vas gérer dans le service, quand tu es en service, les prescriptions matin, midi et soir des soins du patient, qu'est-ce qu'il prend comme médicament, c'est toi qui vas parler aux familles, d'un seul coup, et clairement, l'hôpital ne tourne pas sans les internes, l'idée qu'on pourrait se passer, que les internes sont des étudiants, donc non, c'est quand même vraiment problématique, et puis en plus, tout le monde n'apprend pas au même rythme, et tu as des internes, assez forts, qui ont le truc et tout, et puis voilà, t'en as qui gèrent moins, et c'est d'autant encore plus vrai maintenant, plus vicieux qu'à notre époque. Toi, je sais pas quel âge t'as, Zoé, mais 33. parce que nous, à notre époque, 33, d'accord. Ouais, bah, moi aussi. Presque. En tout cas, maintenant que l'internat est devenu un espèce de concours de fous furieux, tu peux pas redoubler, que c'est des espèces de mots-clés, etc. Et que tu as même des prépas privés que tu payes pour avoir un super bon résultat à l'internat. Pour ceux qui savent pas, en gros, en 6e année, tout le monde passe un concours et c'est selon ton rang, tu vas choisir ta ville où tu exerces et ta spécialité. Ce qui en soit complètement con, parce que tu as des mecs, moi j'ai eu des potes surpassionnés de pneumologie et qui ont loupé pneumologie à 10 places et qui vont se retrouver dans une spé qu'ils n'aiment pas. Et à côté de ça, t'en as, ils disent bon, bah écoute, j'ai pris ophtalmo, je sais pas, mais bon, comme s'il paraît que c'est très bien et qu'ils le prennent par
sans conviction, mais surtout, du coup, comme tout va dépendre de ça et pas du tout la façon dont tu examines un patient. Est-ce que tu sais bien parler avec un malade, ta capacité de contact, tout ça. Ben, les mecs, ils font quoi? Ils se mettent dans ce qu'on appelle des stages planques, genre en radio, en machin, où du coup, ils peuvent de temps en temps ne pas y aller et passer tout leur temps à la BU, à la bibliothèque, à bosser, 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 pour avoir le meilleur résultat possible. Et ce qui fait que tu as de plus en plus de mômes qui ne prennent que les stages planques, qui passent leur journée dans les bibliothèques comme des rats, et quand ils arrivent internes, ils savent même pas écouter les poumons, ils savent plus sculpter un cœur. Enfin, franchement, tu as une génération de primo-arrivants qui ont des super résultats à l'internat. Une fois qu'ils arrivent en salle, ils sont mauvais, quoi. En plus, moi, Donc, je t'avoue que là-dessus, sur le classement des spé, moi, il y a toujours un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que, ce sont les spécialités, j'entends, hein, excusez-moi, on parle parfois un peu en jargon. Les spécialités qui sont, entre guillemets, les plus près de la personne. Des spécialités qui partent en dernier. Alors en dernier, c'est, des spécialités où il y a très peu de place, voilà, de santé publique, c'est de l'épidémio, la médecine du travail qui est très délaissée malheureusement, hein, parce qu'on en a énormément besoin. Et les spé qui vont partir, le plus loin, ça va être la psychiatrie. Ça va être, alors la médecine générale, ça représente la moitié de toutes les places du concours, donc il y a quand même des places de médecine générale qui sont prises par les premiers. Et les spécialités les plus cotées, c'est des spécialités très techniques, qui sont pas forcément très proches de l'humain. Alors je veux pas dire que enfin, il nous faut des ophtalmos, il nous faut des chirurgiens, voilà, hein, bien sûr. Mais c'est toujours, très particulier de voir, comment cette hiérarchisation peut se faire dans le soin, au sein des études de médecine, et que, la priorité ne soit pas forcément donnée au contact avec la personne, au contact avec l'humain, alors que, c'est quand même, le cœur de notre métier, quoi. C'est très, très surprenant ce truc-là. ouais. Bah, même les études, d'ailleurs, on apprend Ouais. quand même. Maintenant, je crois que c'est assez récent. Ils font quelques cours, etc., de relations patients. Mais enfin, moi, mon externat, ça n'existait pas. Hein. T'avais pas, tu dois savoir soigner une entorse, mais par contre, dire au mec que sa femme est morte ou un truc comme ça, c'est à la one again, quoi. C'est quand même assez dingo. Et Mmh. t'avais un peu des sociopathes. Alors Mais non, si on évidemment, bah, du coup, l'hôpital, le constat, tu l'as fait, hein, c'est un petit peu la catastrophe. Nous, on a un beau programme, à la fois évidemment pour l'hôpital, rédigé par beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est assez formidable. Je fais carrément la promo du truc. Mais il y a beaucoup de soignants et de tous les métiers. Ben, des brancardiers, des psychomotes, des médecins, des aides-soignantes, des infirmiers, des kinés. Enfin, le livret santé, il est genre plus des assos de citoyens, d'usagers. On a auditionné à peu près tous les syndicats possibles de tous les métiers de la santé et des assos d'usagers. Donc, il s'est vraiment bonifié avec le temps. Et sur les études de médecine, qui quand même est important, c'est d'arrêter cette différenciation quand même entre les classes sociales. Aujourd'hui, en médecine, c'est 11% des enfants d'ouvriers qui peuvent faire médecine. Donc, typiquement, les prépas, nous, c'est fini. Il n'y a pas, nous, on a de la thune, donc on peut payer à notre enfant une prépa pour avant qu'il aille en première année. Comme ça, il est bien chaud. Et celui qui n'a pas eu de la thune, il ne fait pas de prépa. Et donc, il connaît vachement moins que l'autre. Et rebelote après, avant l'internat. Donc, les mecs qui repayent. Et quand je dis prépa, c'est 6 000 € par an. Hein. C'est pas. Maintenant, c'est des tarifs clairement prohibitoires. Prohibitifs. Et pareil en 5e et 6e année. Avant, c'était que 6e année. Maintenant, c'est 5 et 6. Donc, on en fait des machines de guerre. Et puis voilà, les parents, ils déboursent. Et puis les autres, bah, ils n'ont pas la même chance. Donc déjà, on repart sur des bases strictes égalitaires entre tous les étudiants, plus des allocations à tous les étudiants de 1 000 € pour qu'ils puissent payer sans avoir à travailler à côté. Parce que le taux d'échec et d'abandon des étudiants qui doivent travailler par rapport aux autres, voilà, c'est un truc qui n'est pas normal aussi dans un beau pays comme le nôtre. Donc, nous, on donne l'esprit aux étudiants. Et je me permets d'ajouter sur ce que tu dis là, sur le fait de diversifier les origines sociales des gens qui peuvent faire médecine, mais d'ailleurs les origines sociales de tous les métiers du soin. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté à faire une différence entre les différents soignants. Moi, j'ai toujours dit que je me sentais soignante avant de me sentir médecin.
aussi parce que, les réflexes, corporatistes, médicaux, n'ont pas été, toujours en faveur de l'intérêt général et ça, c'est un euphémisme que de le dire. Moi, je m'intéresse beaucoup aux questions de désertification médicale en médecine générale. Je rappelle toujours en parlant de désertification médicale que le plus grand désert médical de France, c'est l'Île-de-France, et que le désert médical, c'est partout en France. 87 du territoire est désertifié. C'est pas que les campagnes, même si moi, c'est ce qui me concerne et ce qu'on a observé, c'est que le meilleur moyen d'avoir des médecins dans des territoires qui peuvent être des territoires qui ont du mal à «attirer» entre guillemets et ben, c'est de former des gens qui sont originaires de ces territoires. Pour le dire de manière triviale, si vous voulez des médecins en Guyane, il faut former des Guyanais à la médecine. Si vous voulez des gens, corses par exemple, enfin la situation des îles aussi pose question, les îles bretonnes, les îles de la côte, de la côte de Charente-Maritime par exemple, la Corse qui est beaucoup plus grande et cetera. Vous voulez des médecins en Corse, il faut former des Corses à la médecine. Vous voulez des médecins en montagne, il faut former des gens originaires de la montagne à la médecine et donc il y a un vrai enjeu, à la fois, on va dire, de justice sociale, à ouvrir les études à tout le monde parce que tu dis, par le salaire étudiant et cetera. Mais en plus, il y a un enjeu en termes de répartition correcte des professionnels de santé sur le territoire, de prendre des gens qui viennent de partout, parce qu'on a forcément plus tendance à aller travailler dans l'endroit où on a nos attaches, nos parents et cetera. Enfin, voilà. Donc c'est effectivement une proposition hyper importante et hyper intéressante, hein. Ouais, 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 ouais. Et puis par ailleurs, comme tu le dis, en parlant des réflexes corporatistes, même avec le désert médical, nous, on a fait pas mal de propositions. En vrai, on pourrait répondre de plein de façons aux enjeux de santé publique que sont là aujourd'hui, à condition aussi d'arrêter tout un tas de pratiques mandarinales. Je veux dire, tu as plein d'endroits où tu as une infirmière qui t'appelle parce que juste, elle n'a même pas le droit de prescrire un Doliprane Mmh. sans accord d'un médecin. En France, c'est très, très d'ailleurs, les gens disent beaucoup, c'est mon infirmière Ouais. dans les services. C'est très français, ça. D'avoir comme ça, elles peuvent pas faire. T'as plein d'infirmières qui, d'ailleurs, eux, ils défendent les syndicats infirmiers, des statuts d'infirmiers de famille. Et clairement, ça serait typiquement des solutions qui sont très bien. Certaines infirmières, elle connaît très bien le malade qui est diabétique. Elle sait exactement si ça monte, si ça descend, est-ce qu'il faut lui mettre de l'insuline ou pas. Mais pour le faire, il faut qu'elle appelle le médecin. S'il n'est pas dispo, il faut qu'elle appelle le 15 pour avoir un senior, un docteur en ligne qui lui dise oui, oui, docteur Intel, tu peux mettre que je suis d'accord. Enfin, c'est la lue. Donc, Ouais. en France, on a plein de trucs comme ça sur lesquels on est hyper complètement à la bourre. Pareil pour les arrêts maladie. Quand on est dans une situation comme on est dans celle qu'on a aujourd'hui, de où la maman qui doit garder sa fille à la maison parce qu'elle a la gastro, comme tu disais tout à l'heure, bah pour son employeur, il faut qu'elle ait un mot du docteur. Oui, j'autorise madame, c'est un certificat jour enfant malade. Enfin, de what, cette société qui considère les gens comme des gamins parce que tu comprends, ils vont trop vouloir profiter. Et tu as tout un tas de pays où ça se fait déjà, où les gens ont droit à tant de jours par an qu'ils peuvent déclarer enfant malade. Mais comme on a l'idée que bien sûr on est tous des feignants, qu'en fait les gens n'aiment pas travailler, qu'ils attendent juste de rester dans leur canapé et tout, alors que les vrais assistés sont les millionnaires et les milliardaires. Oui. Et comme tu disais si bien tout à l'heure, les gens en vrai, ils kiffent leur boulot, ils vont au travail, ils ont cœur à le faire. Et voilà, mais tous ces endroits où on pourrait libérer du temps médical et qui n'existent pas, comme les sages-femmes dont on parle très peu, plein de gens ne savent même pas combien de fois, moi je dis à des gamines, ah bah pour ta pilule, bah, tu peux aller voir une sage-femme. Ah bah ah oui, ah c'est pas un gynéco. Mais voilà, sur plein de choses comme ça, on pourrait vraiment mais fluidifier de ouf le système de santé, à condition aussi de ne pas avoir ces luttes hyper corpo, ça c'est à nous. Il y a clairement assez de travail pour tout le monde. Et il y a beaucoup de façons de aussi fluidifier tout ça et que les gens puissent avoir un accès aux soins beaucoup plus facile, à condition d'avoir voilà, une vraie volonté de santé publique. Parce que, et c'est aussi un discours qu'on doit avoir avec nos confrères médecins, parce que le gouvernement, là, il joue quoi? Il sait que les médecins libéraux, la médecine ancienne, médecine générale et tout, des gens s'épuisent. Mais comme ça marche qu'au libéral avec ce qu'on appelle la tarification à l'acte, à chaque fois qu'on met la carte vitale, il y a une consulte et c'est comme ça qu'on gagne des sous. Et comme dans des campagnes et tout ça va, mais parfois dans des villes, il y a des
le coût d'un cabinet, enfin la location d'un cabinet dans le 20e arrondissement de Paris, c'est bonbon. Puis il y en a, si tu dois avoir une secrétaire pour pas le faire toi-même, etc., tu ajoutes tes charges sociales. Et donc, à la fin, les mecs, ils sont à la course. Il doit y avoir des mecs tous les quarts d'heure, etc. Et du coup, le mec, il dit pas non, on va vous salarier correctement, faire un truc bien. Il les laisse, les mecs sont dégoûtés, ils disent bon, bah, puisque c'est ça, on va faire du secteur 3, déremboursé, comme ça. Et donc, eux, c'est double bénéfice pour eux. Ils opposent les citoyens et les médecins entre eux, sans du coup percevoir le mal-être des médecins qui, en fait, voudraient juste voir les gens plus tranquillement, en prenant plus de temps, etc. Et ne pas aussi crouler après, se faire défoncer en faisant ta compta le soir jusqu'à 22h, ton machin, une fois sur deux, tu as la sécu qui te renvoie le courrier parce qu'il faut redemander telle page pour le remboursement de ce patient et sinon, tu n'es pas payé. Et de l'autre côté, les citoyens qui disent oh, ça va avec ce qu'ils sont payés, c'est bon quand même, et puis c'est nous qui payons la sécu. Et ils les laissent s'entretuer, c'est parfait parce que les mecs, s'ils se fatiguent, ils en ont marre et à la fin, ils finissent par lâcher et dire on va faire du secteur 3. Donc les mecs disent bah oui, vous voyez, c'est des nantis, ils veulent que se casser, c'est juste que les mecs sont au bout du rouleau. Et on ne porte pas du tout cette voie alternative. Et nous, on est caricaturés. Combien de fois, moi, je lis sur Twitter et tous les gens qui disent ouais, vous voulez envoyer les médecins pendant 10 ans à Châteauroux. Et je suis là, bah non, pas du tout. Les mecs disent ouais, si, c'est le programme de la France Insoumise. Je suis là, bah gars, écoute, c'est parti. En plus, c'est moi qui l'ai rédigé. Donc, écoute, non, vraiment, c'est pas ce que j'ai mis. Mais voilà, et ils entretiennent un truc pour ne vraiment pas qu'il existe de propositions alternatives crédibles sur le sujet. Et c'est assez triste de voir ça. Mais bien sûr, et on va faire un truc de ouf. Mais bien sûr, surtout ce que tu dis. Moi, donc moi, je suis en médecine générale. Je fais un peu d'enseignement, etc. Donc, je vois. Moi, pour mettre une petite note d'espoir, je pense qu'il y a vraiment, comme tu l'as dit, un projet global sur la santé et qui s'intègre dans un projet de société plus large, hein, où on pense la fin de la hiérarchie entre les êtres humains, où on essaye de penser la santé de manière communautaire. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de faire participer les patients, les usagers aux décisions de santé, c'est hyper important. Et si je peux donner vraiment des perspectives politiques, moi, ce que j'observe dans ma spécialité, la médecine générale, c'est qu'il y a eu un changement énorme de philosophie, notamment dans la manière dont on enseigne la médecine actuellement, où on met une grande part dans l'enseignement d'une prise en charge plus complexe. On implémente par exemple des sciences humaines et sociales dans nos connaissances qui permettent de comprendre que en fait, les personnes, alors ça paraît idiot, hein, mais c'est important de le faire bien intégrer à nos internes pour qu'ils puissent ensuite le mettre en place dans leur pratique. Mais le fait qu'en fonction de l'origine sociale des personnes, etc., ils ne vont pas avoir les mêmes rapports à leur santé, les mêmes attentes. On apprend aussi que la décision médicale, elle se prend de manière partagée avec le patient, qu'on sort d'une médecine très paternaliste. Je suis le médecin qui détient le savoir et toi, tu es le patient qui obéit, etc. Autre chose très importante qui s'est passée en médecine générale, c'est que on a dégagé l'industrie pharmaceutique de nos formations. Et ça, vraiment, c'est une révolution. Aujourd'hui, un maître de stage en médecine générale n'a pas le droit de mettre son étudiant, son interne au contact avec des représentants de l'industrie pharmaceutique. Il y a 20-30 ans, recevoir les laboratoires, recevoir Sanofi avec sa petite plaquette qui venait présenter ses produits, c'était considéré comme de la formation. Et aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur l'impact. Moi, je disais avec eux. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mon médecin généraliste en stage, il me faisait déjeuner avec eux. Il avait des déjeuners. En plus, il payait le reste. Il était content et du coup, il m'emmenait déjeuner. On avait déjeuné avec. Ça se fait toujours parce qu'il y a bien une pharmacienne qui a été, alors je me souviens plus son nom, ministre de Macron il y a pas longtemps, qui a reçu des caisses de champagne. De UPSA, qui a reçu des dizaines de milliers d'euros de cadeaux qu'elle n'a pas déclarés. C'est elle qui a présidé la commission sur la loi fin de vie d'ailleurs. Bref. Et moi, je voudrais rebondir sur un truc, c'est par rapport, il y a un enjeu réel de classe sociale. Et là, je veux dire, si le discours que vous portez, c'est porté par deux femmes, et je vais faire plaisir à Sabrina plutôt jeune, je pense que c'est pas rien. Non, mais c'est vrai que la vieille médecine patriarcale, très libérale, très réactionnaire,
C'était plus la médecine de mecs blancs qui aujourd'hui ont plus de 50 ans, voire 60 ans. Voilà, la vieille médecine à papa, on va dire, de gars dont les parents étaient médecins et tout. Et c'est un peu en train de changer. Et faut que ça continue parce que j'ai des travaux sur ça qui disaient qu'en gros, il y avait une hiérarchie genrée et raciale dans l'hôpital qui faisait qu'en gros, il y avait les médecins, c'était des mecs blancs, en gros, hein. Après, les infirmières, c'était des femmes blanches, plutôt de classe moyenne. Après, les aides-soignantes, c'était des femmes blanches prolo ou des femmes noires et arabes. Et puis, alors, les meufs qui faisaient le ménage, c'était des meufs déjà. Et c'était des noirs et des arabes, quoi. Et je pense qu'on aura une santé progressiste le jour où il y aura un peu de mixité là-dedans et il n'y aura pas une pyramide comme ça, raciale, genrée et de classe évidente dans l'hôpital, quoi. Et puis où on arrête de considérer aussi, enfin, je veux Ouais. dire, le travail d'une aide-soignante est un travail absolument nécessaire. Moi, médecin, je ne peux pas travailler s'il n'y a pas des aides à domicile, s'il n'y a pas des travailleurs enfin, des gens du médico-social. J'irai même plus loin, je ne peux pas travailler s'il n'y a pas un maçon qui fabrique un bâtiment dans lequel je peux bosser. Enfin, en fait, hiérarchiser les boulots, les boulots les uns avec les autres, ça n'a pas de sens, encore moins dans le soin. Et c'est des métiers, qui sont, des métiers, magnifiques et très déconsidérés et voilà, force à tous les métiers soignants et tous les métiers, qui permettent, qu'on prenne soin les uns des autres et qu'on arrive à vivre dans des conditions à peu près correctes, quoi. Mais ceci dit, tu as raison sur le fait que quand même la féminisation de la profession a bousculé pas mal de trucs qui font bien du bien. Même s'il y a encore plein de vieux réflexes, nous des fois on se marre trop avec les copains. Par exemple, une fois on a fait le test en régulation quand tu réponds aux gens et que les gens appellent pour une urgence. Et en fait, ils ont l'ARM, l'assistant de régulation médicale, c'est t'appelles le 15, tu vas tomber sur un ARM, oui, ils te demandent l'adresse, tout ça. Et les gens disent des fois, je vais vous passer le docteur, et après ils tombent sur oui, alors on a dit qu'on me passait le docteur. Bah ouais, c'est moi. Les mecs, ils ont entendu une meuf, genre c'est forcément une secrétaire. Et on a calculé aussi le nombre de fois quand c'est un mec où ils disent ah bonjour docteur, et quand c'est une nana ils nous disent bonjour madame à nous. Et enfin on se tape des petits délires comme ça, ou même si tu vas avec un interne dans la chambre d'un malade à l'hôpital, et si c'est un interne mec, tu vas être sûr une fois sur deux qu'il regarde lui, il dit bonjour docteur. Et moi je suis là, et une fois j'étais avec un mec qui était en observation, mais il était documentariste, et du coup comment ça je lui parlais, bah alors j'ai mal là. Bah, alors là, le monsieur, il est documentariste. Donc, clairement, il va pas vous aider. Faut parler à moi. C'est marrant, les réflexes comme ça. Oui, oui, bah, moi aussi. Alors après, les gens s'y font Ouais. très bien parce que tu vois, moi, je travaille à la grosse campagne. Voilà, j'ai beaucoup de patients qui sont très âgés, et cetera, qui ont vraiment connu le médecin de campagne à l'ancienne, avec la veste en tweed, les pièces au niveau des coudes, très, voilà, le notable du village, quoi. Et du coup, quand ils voient débarquer, parce que moi, dans mon cabinet, on n'est que des femmes. Alors, je pense pas. Je pense que moi, l'idéal dans les métiers de soins, c'est d'être à parité, notamment pour les patients hommes qui peuvent préférer être examinés par un homme. Mais il se trouve que nous, ça s'est fait comme ça, on n'est que des femmes. Et bon, quand ils voient quelqu'un comme moi arriver avec ma tête, il y a encore quelques années, j'avais l'air d'avoir 12 ans et demi et tout. Donc, bon, ils ont toujours un petit moment un peu de doute, mais en fait, très rapidement, quand on arrive à mettre en place une bonne relation de soins et tout, les gens s'y font, même s'il y a toujours ces vieux réflexes. Je me permets juste, tant qu'on parle de féminisation, de rappeler qu'on garde quand même un énorme problème en termes de violence sexuelle dans le milieu médical. Les stats qu'on a sur l'étude de 2021, c'est qu'une étudiante en médecine sur 30 est violée pendant ses études dans le milieu étudiant. On a récemment une affaire à Tours qui a fait beaucoup de bruit, d'un homme étudiant en médecine qui est multicondamné pour de multiples agressions sexuelles. Ah oui. Alors il se trouve que, ses parents connaissent bien le doyen et sont des médecins très en vue de Tours, ce qui, je ne veux pas diffamer et bien sûr je ne veux pas me mettre, en porte-à-faux, mais je pose la question, peut-être joue sur le fait qu'il ait été déplacé très discrètement et qu'actuellement il puisse continuer à faire ses études, alors qu'encore une fois cet homme a été multicondamné pour de multiples agressions sexuelles, dont certaines pouvaient rentrer dans la définition juridique d'un viol et ont été correctionnalisées. Dans un contexte où une étudiante en médecine sur 30 est violée pendant ses études. Et je me permets de dire que ce qui nous manque vraiment, c'est des chiffres sur les patientes qui peuvent être victimes de la part de soignants et particulièrement de la part de médecins, parce qu'on est dans un contexte
on va dire, de relations très asymétriques dans une relation de soins. Alors, on peut choisir d'être un soignant empathique et humaniste et de respecter et d'avoir comme priorité le respect du patient qu'on a en face de soi. Mais malheureusement, on peut aussi utiliser cet immense pouvoir, qui est un pouvoir sur les corps et les esprits qu'on a quand on est soignant, pour agresser. Et c'est assez terrible de le dire, mais si vous allez sur le site du collectif féministe contre le viol, qui fait notamment des appels à témoins, je vous laisse aller voir, mais il y a quasiment la moitié des appels à témoins qui concernent des médecins. Et c'est d'ailleurs aussi des praticiens de médecine alternative, hein, de médecine dite alternative. Mais c'est assez effrayant, et ça, on manque de chiffres. Et il y a quand même une réalité dont je pense des politiques, et notamment des politiques de gauche qui éventuellement pourraient arriver au pouvoir, doivent s'emparer, qui est qu'il y a une impunité totale en médecine, avec une normalisation de la violence sexuelle, même dans les rites étudiants en médecine, et que actuellement, pendant très longtemps, le Conseil de l'ordre n'a pas fait le travail. Il a plus attaqué les gens qui dénonçaient des comportements problématiques, et c'est un euphémisme, hein, parce qu'on parle d'agression sexuelle et de viol de la part de confrères. On a plus de risques d'être condamnés pour non-respect de la confraternité. Il vaut mieux violer ses patientes que dénoncer un confrère qui viole ses patientes. Ça fait 40 ans que c'est comme ça, voire même beaucoup plus. Et donc là, on a aussi un vrai sujet politique à porter là-dessus, sur cette catastrophe qui malheureusement continue à exister, même actuellement, avec des promos où on est à 60-65% de femmes dans les promos de médecine. Voilà, je me permets de caler ça parce que ça m'énerve particulièrement, et que j'ai fait partie du mouvement par rapport à l'affaire Nicolas W, et que pour le moment, on n'a pas beaucoup de faits concrets. Et actuellement, cet homme, en l'état actuel des choses, continue ses études, hein, et pourra devenir médecin, en l'état actuel des choses. Je crois Voilà, que t'as acheté un froid, ouais. j'ai mis une sale ambiance dans l'interview, je suis désolée. Mais vraiment, alors Ouais. après, je sais que Non, non, mais vous avez un vrai programme sur les VSS, hein. Non, non, mais c'est ouf parce que tu vois, moi, j'ai réalisé très très longtemps après que j'avais subi des formes d'agression. Alors, je sais pas si ça comment on pourrait, mais en tout cas sexiste. Et tu vois, tu sors du bloc et t'as le mec qui vient te dire tu sais, les pyjamas, vous savez tous, les pyjamas de bloc, quoi, les trucs, les t-shirts bleus, verts, je pense que même tout le monde en a vu. Et en sortant du bloc, t'as moi j'étais comme ça sur l'ordi, puis t'as le chirurgien qui me dit je vais t'offrir un cadeau, donc tout chirurgien rêve, il était dans mon dos. Moi j'ai ouais, bah, je me dis un bouquin, un truc. Et là je sens deux mains qui passent comme ça sous mon t-shirt, il me dit un massage. Et moi j'étais wow, donc je me suis levée en fait pour me décaler. C'est une agression sexuelle, hein. C'est incroyable parce que ouais, mais c'est incroyable parce que il faut des années. C'est-à-dire, moi, sans le mouvement MeToo, c'était normal. Tu sens bien que tu es mal à l'aise, qu'il y a un truc pas normal. Et même ce mec, je me rappelle encore de son nom, alors que de tous les chefs que j'ai vus, il y en a plus un. Je pourrais te dire nom, prénom. Et lui, je sais exactement. Mais ça, tu vois, au bloc avant, il était là, il y a un chouchou, on va se frotter, approche-toi de moi. Quel enfer. Et le nombre de... Ouais, mais en fait, et tu sais, t'es là, t'es en 4e, 5e année, je sais pas quoi dire, t'as que l'interne, puis ils font des balagraveuses entre eux, toi, t'es toute gênée, t'es l'externe, et puis peut aussi, t'invalides ton stage, puis t'es la bonne élève, quoi, tu vois, donc tu dis rien. Et comme c'est vrai qu'il y a un truc tellement entretenu, tu vois, le week-end, quand t'as des fois dans les blocs où on fait les stages, quand t'es en chirurgie, t'as qu'un vestiaire le dimanche, donc mec et filles doivent se changer au même endroit. Ah, ben, on va voir si elle met on va voir tes sous-vêtements, c'est trop bien, il n'y a qu'un vestiaire. On va voir si t'es aussi sexy que t'en as l'air. Et en fait, ben ouais, enfin, moi, tu vois, je me dis, mais putain, je n'ai pas su. J'ai pas su répondre, en fait, tu vois, j'ai rien dit. Tu sais que t'es mal à l'aise, que c'est pas confortable. Et de l'autre côté, j'avais jamais mis le mot agression dessus, quoi. Et en fait, il faut que tu as tellement intégré ce rapport de domination. Comme tu vois, comme quand tu arrives en garde et que tu dis c'est où la chambre de garde et que le mec il te dit c'est là en montrant sa chambre. Mais normal, les gars mettent les gens mal à l'aise comme ça. Et en fait, bah non, en fait, gars, vous avez à nous respecter en tant que professionnel de santé, étudiante en santé, etc. On n'est pas là pour subir vos. Mais c'est ouf parce que je me dis, mais moi, même moi, non, je suis pas genre même moi, mais je veux dire que même en n'étant pas, je sais pas comment dire,
Parce que plus on est vulnérable, plus on est une proie pour les auteurs de violences, ce qui est d'ailleurs très malheureux, puisque souvent, d'où les phénomènes de reproduction des violences, c'est souvent des femmes victimes de violences de leurs parents ou d'inceste et tout, qui se retrouvent dans des mécanismes à nouveau de violence. Mais même moi, ayant un parcours entre guillemets sans avoir jamais subi de violence, mais en fait, la domination est telle que tu l'intègres et que c'est normal, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que comme tu dis, il y a encore beaucoup de boulot à faire sur ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de meufs violentes. Hein. Moi, j'ai vu des internes de gynéco meufs se comporter avec des Ah oui, patientes. oui. Ouf, Alors, je me permets de rappeler qu'il y a eu une femme qui a été ministre sous Macron ou secrétaire d'État, qui était visée par des plaintes pour viol, c'était une femme, hein, dans le cadre de son travail de gynécologue. Je me permets de rappeler ça. Je n'étais pas au courant. Parce qu'a priori, pour entrer au ministère de Macron, heu heu, être soupçonné de violence sexuelle n'est pas un handicap. Voilà ce que je dirais. Non, mais le truc, c'est que je pense que c'est pour ça que c'est bien que tu te battes, Zoé, et puis toi aussi, Sabrina, sur les violences sexistes et sexuelles. C'est que euh, déjà, quand on le dit pas, comme tu dis, on peut pas le conceptualiser, donc on s'en rend pas compte. Et puis, tant qu'il y aura pas un ou deux cas qui feront un peu exemple, je pense que les mecs qui font ça, ou les meufs, mais surtout les mecs, se rendront jamais compte, en fait. Enfin, ça continuera, quoi. Et l'affaire Nicolas W, dont tu parles souvent, Zoé, en fait, si tu as une vraie sanction pour ce gars, bah, ça mettra peut-être tu vois, du plomb dans la tête, ou dans l'aile plutôt, parce que du plomb dans la tête, on va dire, voilà, que j'appelle, je sais pas quoi, non, du plomb dans l'aile à tous ces mecs qui pourraient agresser, tu vois. Parce que le problème, c'est voilà, qu'ils se rendent compte qu'il y a des conséquences. Et jusque-là, comme il n'y avait pas de conséquences, c'est que, en plus, que tu disais, c'était un chirurgien, il y a un rapport hiérarchique de ouf. Quand tu es externe et que tu es avec un chirurgien, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, il a tout pouvoir sur toi, de t'invalider, de dire n'importe quoi à l'université. Enfin voilà, tu sais pas du tout jusqu'où ça peut aller, donc tu es obligé de subir, quoi. On précise dans le chat, c'est important, donc que le nom de la personne, qui était, secrétaire d'État sous Macron, c'est Chrysoula Zakharopoulou, et que, l'affaire a été classée sans suite, pour infraction insuffisamment caractérisée, ce qui est le cas de plus de 90 des plaintes, qui sont, déposées, pour des problèmes de violences sexuelles. Je rappelle que les stats qu'on a, c'est que déjà sur les il y a que entre 6 et 15 des gens, victimes de violences qui portent plainte, et dans ces plaintes-là, il y en a une immense partie qui vont être classées sans suite. Je voyais Paul Hellec dans le chat tout à l'heure qui disait quelle décision prendre concrètement. Alors moi, je sais que le nouveau Front populaire, notamment la France insoumise, propose de mettre sur la table plus de 2 milliards d'euros, qui sont un chiffre qui a été avancé par les assos pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Je me permets quand même de rappeler que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est aussi des moyens en santé pour pouvoir prendre en charge correctement les personnes qui ont été victimes. Actuellement, moi, le centre de psychotraumatologie, qui est le centre de référence chez moi, qui permet aux gens d'avoir accès à une thérapie sans la payer, parce que les psychologues libéraux, dans leur grande partie, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il y a 18 mois d'attente, 18 mois d'attente en état de stress post-traumatique à faire des cauchemars parce qu'on a des flashs de son viol, c'est long. On a besoin de moyens, on a besoin de former des professionnels, on a besoin on a besoin que les policiers soient correctement formés à l'accueil des victimes de violences sexuelles, parce que malheureusement, encore actuellement, les victimes qui viennent porter plainte sont très souvent extrêmement mal reçues, et ça rajoute encore du trauma au trauma. On a besoin que la justice arrête. La justice, le parcours judiciaire d'une victime actuellement est une maltraitance du début à la fin, dans la majorité des cas, et c'est un énorme problème. Et on a besoin d'un vrai travail d'amont, qui, moi, je pense, est aussi un travail de bataille culturelle, pour venir parler de ce que c'est que la violence sexuelle, de pourquoi c'est pas acceptable, d'essayer de créer des réflexes, des gens qui, plutôt que d'être des réflexes de minimisation et de normalisation de la violence, soient des réflexes de protection des gens, et de s'élever collectivement pour que ça n'arrive pas. Et je me permets de dire que moi, j'ai fait partie de la délégation qui a été reçue au ministère de la Santé concernant l'affaire Nicolas W, et que, il y a quelque chose qui m'a énormément choquée. On a eu affaire au cabinet du ministre de la Santé, bon, de l'époque, hein, parce que là, les choses ont changé, de monsieur Valtou, qui
bon, nous ont reçus de manière très polie et cetera, mais on n'a eu aucune prise de mesure concrète et on proposait des groupes de travail, desquels les associations de patientes ont été éjectées. Je suis extrêmement choquée par ça, qu'on soit encore dans quelque chose où on nous a expliqué que la violence sexuelle subie par les soignants, ou les étudiants en santé, ça n'a rien à voir avec la violence sexuelle subie par les patientes, alors que ce sont les mêmes agresseurs qui font la même chose, avec les mêmes mécanismes. Et Paul, tu posais la question. Moi, je pense que, par exemple, sur ce cas Nicolas W, il y a une règle qui doit être simple, qui est que si on est condamné, pour des violences sexuelles, eh bien, on ne fait pas un métier où on entre en contact avec des personnes vulnérables, tout simplement, des enfants, des personnes qui sont en position de soignant. Et quand quelqu'un est mis en examen, je pense qu'il faut une mesure, conservatoire, c'est-à-dire que tant que la lumière n'est pas faite sur ce qui s'est passé, et il faut, les droits de la défense et le droit aussi, de se rendre compte que les personnes finalement n'étaient, pas autrices de violences, si elles ne l'étaient pas, hein, parce que ça peut arriver. C'est bien plus rare que les gens qui sont accusés et qui le sont, mais il peut parfois y avoir des gens qui sont accusés et qui ne le sont pas. Mais par sécurité pour les patientes, il faut que ces personnes fassent une pause dans leurs études ou dans leur travail, le temps que la lumière soit faite, pour ne pas risquer, que de nouvelles victimes arrivent. Actuellement, un gynécologue, dans l'Oise, est mis en examen pour 129 plaintes, hein, 129 plaintes, Oh là des là. plaintes qui se sont étalées sur 10 ans, et le type a travaillé jusqu'à encore il y a pas longtemps, et donc il y a des dizaines et des dizaines de victimes qui se sont rajoutées. Ça, c'est la situation actuelle, en santé. Donc voilà, je me permettais de refaire un petit point là-dessus parce que ce sont un petit peu mes sujets, donc ça Bah, m'énerve on et y ça me motive. mais tu vois, rien qu'on imagine bien quelqu'un qui met, la main là sur Sabrina, comme pour profiter un peu de son étudiante, il peut faire pareil avec ses patientes, quoi. Donc c'est débile de différencier les 2. Exactement, exactement. Mais faudrait être beaucoup plus ambitieux, même de manière sur toutes les questions de santé publique, de toute façon. Mais là-dessus, l'interview d'Adèle Haenel à Mediapart était très très forte dans Ouais. le fait de vraiment voir le prisme de sociétal et aussi que ce sont nos frères, nos pères, nos cousins, et donc avoir vraiment un truc de très très grande ampleur dès l'école en fait, et partout. Dans tous les lieux, dans tous les milieux, même on en parle aussi pour les violences psychologiques, les violences faites aux enfants, mais tu vois, j'y ai pensé moi, ça m'a vachement frappé quand j'ai accouché de me dire, c'était hyper bizarre d'avoir tout le monde qui te saute dessus pour comment tu vas allaiter ton enfant, tu sais, te retourne ton sein dans tous les sens, genre on est au taquet sur ça, mais tu te dis, mais en fait, là j'ai un enfant, personne ne t'apprend ce qui se passe dans le cerveau de ton bébé, comment on est un parent, comment il mature le cerveau de ton enfant, qu'est-ce qu'on comprend à quel âge et tout. Je veux dire, les maisons de la parentalité, mais c'est budget peanuts dans ce pays. Mmh. Et donc, la reproduction aussi des mécanismes de violence, de patriarcat, de patriarcat, Oui, oui. simplement, Violence ouais, patriarcale, ouais. sur les enfants. La patrie, la patrie. Il est tard, il est Trop tard. flippant. Je suis minuit. C'est ça. Et voilà, enfin, ça passe aussi par tout ça quand même. Enfin, moi, je le vois comme plein de. Tu vois, t'as toujours notre génération à nous, se prendre une fessée ou une baffe de tes parents, tu vois, c'était genre juste normal, c'était tout le monde. Et c'est un apprentissage collectif d'aller vers. Et donc, de la même façon, il faut que ce soit un apprentissage collectif, sauf que clairement, il y a un endroit où on relève de la petite bulle médiatique où on en parle, mais en vrai, les moyens sont absolument pas mis derrière pour qu'on puisse vraiment, de manière systémique, avoir vraiment une action dessus. Et donc, clairement, si dès l'amont, comme tu dis, Zoé, on prévient aussi ça, bah, de fait, on n'aura plus besoin non plus à terme de financer autant là, puisque du coup, bah, tu as une société qui s'éduque, donc tu as moins de Bah, c'est plaintes, sûr. donc tu as moins de victimes, etc. etc., etc. Ouais, c'est ça, et ce que tu as dit, c'est très important Et ça, parce c'est que pour tout. l'extrême droite passe son temps à raconter que la violence sexuelle, c'est le fait des étrangers, et cetera. Je rappelle que la violence sexuelle, avant tout, c'est de la violence du cercle proche, et avant tout, c'est dans le foyer. 43 des Ouais. viols ou des tentatives de viol sont le fait du conjoint ou de l'ex-conjoint. 75 des victimes de viol connaissent bien, leur agresseur. Tout le monde viole, dans ce pays, hein, d'accord? Les blancs, les noirs, les arabes, les pauvres, les riches, et cetera, mais il y a un type de violeur qui se fait jamais choper, ou beaucoup moins,
c'est les mecs en situation de pouvoir, c'est les mecs qui ont le pouvoir le plus et ça, c'est pas les gars sous OQTF, hein, c'est les PPDA, c'est, tous ces gars-là où quand on se rend compte, de l'ampleur du problème et en fait, il y a 150 victimes, quoi. Mmh. Mmh. Bon, Sabrina, on Ah va ouais, peut-être c'est sûr. pas te garder trop longtemps encore. C'était très sympa de t'avoir. Est-ce que tu as un dernier mot sur ta campagne? On t'a vu avec Rima Hassan, avec Assa Traoré, ça a l'air d'être super. Comment est-ce que... Avec l'IS loufoque aussi, tu parlais des droits des enfants tout à l'heure, bref, voilà, il y a vraiment des très bons candidats du nouveau Front populaire. Ouais. Ouais, j'avoue que j'ai un peu surkiffé sortir mon petit foulard kabyle à la fête de la musique pour faire mon petit, tu vois, c'était un petit côté symbolique de pied de nez au Rassemblement national. D'ailleurs, le mec qui tweet, il fait mais c'est pas l'Afrique ici. Bah, je dis bah ouais, quoi, c'est Montreuil, tu vois. Bah ouais, c'est la France, il y en a de toutes les couleurs. On peut se... Mais non, écoute, c'est vraiment, j'en reviens pas à moi-même, comme je vous disais en début d'émission. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais tenir. Et en fait, vraiment, ce que te donne les gens, en fait, les témoignages qu'ils partagent, toute la chaleur, et puis la chaleur qui a été entraînée. L'autre jour, vous avez vu que Édouard Louis, peut-être vous avez vu, et Geoffroy sont venus. Oui. Et c'était trop mignon, j'aurais trouvé ça tellement pas cool qu'on me faisait là sur la Circo que du coup, Édouard, il m'envoie un petit texto en mode si ça te dit, on aimerait bien venir tracter avec toi. Je dis non, ça fait trop longtemps en plus qu'on aimerait bien boire un café, on n'a jamais le temps. Et il textote, et puis pareil, Sébastien Delocu qui me dit ça me ferait plaisir de passer te voir. Après, moi, je suis très expansive et chaleureuse, tu vois, tout le monde est mon chat, mon chéri, machin, je suis très câlin aussi, c'est peut-être la Méditerranée un peu, tu vois. Mais du coup, comment l'enthousiasme et l'amour des gens et la ferveur entraînent ça, en fait, tu vois. Et pour le coup, je suis vraiment, enfin, tu vois, qu'on gagne pas, ce qu'on a fait là, ça fait déjà plusieurs fois où on est presque 200 là sur la boucle WhatsApp de tous ceux qui ont voulu se mettre là, alors qu'il y avait plein de jeunes militants qui étaient partis de Montreuil, ils étaient chez Aurélie Trouvé et tout, parce que voilà, ils n'aimaient pas l'ambiance là et ce qui se passait ici, ils sont tous revenus. Les mecs, ils m'ont fait un TikTok, moi je comprends rien. Ah, t'as trop géré. Et c'est bien ça. C'est la meuf totale has-been. Et ils sont pleins de... Ils auto-investissent plein de trucs. Les jeunes du quartier Lanou, qui y a une cité là, qui me disent mais nous, on a auto-géré le truc, on va faire un apéro avec le théâtre de Lanou pour dire aux gens qu'il faut trop voter pour toi. Ah d'accord, c'est super. Et c'est marrant parce que nous, on est plutôt à défendre ça, les trucs d'autogestion. Et de là, tu vois que ça se fait. Et du coup, ça fait plusieurs fois là qu'on est nombreux à se dire mais de toute façon, même si on passe pas, ce truc-là, on va en faire quelque chose et que ce collectif continue de vivre là, ici à Montreuil, à faire plein de belles actions dans les quartiers pop, de solidarité, du coup, écoute, c'est plein de ferveur. Évidemment, il y a des coups quand je vois des petites tacs là, droite à gauche, un peu basse politique, tu vois, ça me fout une mini crise d'angoisse. Je suis là, ok. Donc je fume un peu tout le temps là. Mais à part ça, sinon franchement, c'est que du bonheur. Tu vas gagner, Sabrina. Donc c'est cool là. C'est go la victoire, hein, nous on y croit. Hein. On a envie, en tout cas. Et puis tu vois, quand tu dis ouais, même si on... écoute, nous aussi là. Tu dis même si on gagne pas, mais moi, ce qui m'énerve un peu dans ta Circo et dans d'autres où il y a des dissidents, c'est que cette histoire, tu vois, de logo et tout ça, ce qui m'énerve en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir voter pour une ligne que toi tu représentes bien plus que le dissident. Je pense, que ce soit Alexis Corbière, que ce soit Raquel Garrido, je pense qu'elle représente moins la ligne pour laquelle veulent voter les gens quand ils voient la tête de Mélenchon sur un bulletin. On sait que les quartiers populaires se sont beaucoup mobilisés pendant la campagne des européennes. Je pense que c'est plus grâce à la ligne qu'incarne aujourd'hui Rima Hassan aussi, Jean-Luc Mélenchon, toi et d'autres, que une autre ligne politique qu'ont le droit d'incarner, Alexis Corbière, Raquel Garrido et d'autres, mais entretenir la confusion et prendre des voix sur une ligne qui n'est pas la leur, je trouve ça quand même un petit peu... Enfin, c'est pas cool, quoi. Autant tu perdrais face à quelqu'un qui... si tu perds, parce que moi je pense que tu vas gagner, tu vois, mais tu perdrais face à quelqu'un qui a une ligne différente parce que les électeurs veulent une ligne différente. Si les électeurs, tu vois, ils voulaient la vieille ligne, je sais pas, macroniste, par exemple, et ben voilà, c'est clair. Mais si les gens votent pour la ligne que toi tu représentes sans savoir que c'est toi qui la représente, ça sincèrement, ça me ferait un peu mal au cœur.
Oui, puis moi, ce qui m'embête le plus, c'est surtout pour aussi les chiffres qu'on va montrer du nouveau Front populaire le soir du vote, tu vois. Parce que de dire, OK, pour battre le Rassemblement national, il y a eu telle mobilisation du NFP, et du coup, ceux qui croient qu'ils vont mettre leur voix dans NFP, alors qu'en fait, non. Parce que tu vois, les gens là, comme lui, il dit oui, mais c'est pareil, c'est Front populaire, on est avec eux. Ben, en tout cas, mathématiquement parlant, non, le jour du vote, ça ne sera pas comptabilisé comme un vote nouveau Front populaire. Donc ça, c'est pas trop cool de tromper aussi les électeurs là-dessus. Parce que Oui, puis il y a comme eu tu dis, bah, l'utilisation du moi, logo ça me des dérange pas du écologistes tout que... sans la volonté de Marine Tondelier. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça qui étaient quand même foireux. Non, Ouais, ici, il y a les beaucoup collages, c'est de... vraiment... parce que nous, on a les affiches de partis, c'est Nouveau Front populaire, tu as une graphe Nouveau Front populaire, et après, il y a ma tête avec celle de Jean-Luc. Et donc, lui, eux, ils ont laissé celle de gauche Nouveau Front populaire, et ils remplacent que ma tête. Donc, Ouais. c'est vraiment, du coup, on croit que c'est lui le candidat de NFP. Donc, c'est sûr que c'est pas. Mais bon, après, en vrai, tu vois, moi, je te dis, j'ai fait sa campagne et tout, mais là, franchement, même son fil Twitter, et ça me fait pas rêver, tu vois. Ouais, super, au tribunal. Bon, d'ailleurs, c'était un mytho, ils avaient gagné au tribunal, j'ai pas compris le truc, c'est Oui, juste non, qu'il s'est ils pas n'ont pas déclaré gagné. compétent, ce Oui, c'est ça, tribunal-là. le tribunal a dit qu'il n'était pas compétent. Bah Oui. non, ouais, il n'est pas compétent à faire, mais ouais, c'est bon, on a gagné, on a le droit de faire ci. Ouais, les 4 gens qui me soutiennent avec le. Enfin, c'est un peu la politique à la papa avec les petites signes. Enfin, tu vois, tu as tellement envie de dire, mais putain, c'est tellement chaud, donner voyons grand, voyons, faut les emmener, les gens, quoi. C'est pas. Alors, maman, machin, vote pour moi. Et puis, plutôt que Mais, parler du projet, on parle mais des bon, après, moi, j'ai dissensions dont tout le monde se fout entre Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière et d'autres et François Ruffin, alors qu'on pourrait parler du programme, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. C'est ça. c'est ça. Parler de politique, parler de la vie des gens, parler de ce C'est qui ça. compte, parler du fait que le programme de santé de l'extrême droite et de la droite macroniste sont des programmes nuls à chier. Si vous voulez, je ferai des threads sur Twitter, si vous voulez, pour vous expliquer à Voilà. quel point c'est nul. Soit c'est des trucs qui sont déjà en place et qui servent à rien, soit c'est des trucs qui vont dégrader les conditions de soins globalement. Ouais. Bon, en tout cas, on te remercie beaucoup, Sabrina. Je remercie aussi Zoé, évidemment. Je remercie tous ceux qui ont suivi. Et puis voilà, allez voter pour Sabrina si vous êtes dans la 7e circonscription du 93, c'est ça? Pour nous Montreuil, tous. Bagnolet. On vote pas pour Sabrina, on vote pour. Ouais. Et on vote pour nous tous, pour tous ensemble le faire, pas pour moi. C'est ça. Force à carrément. toi, Sabrina. Bon courage, force à toi et merci beaucoup d'être venue. Ouais, force à toi, merci beaucoup. Merci à vous. À plus. Allez, salut.